Bon, pour nous, d'abord, le départ de l'armée française au Mali, la toute première des choses qu'elle pourrait nous inspirer, c'est d'avoir la liberté. La liberté, la dignité, la souveraineté d'un État, le respect et l'affranchissement de l'homme malien. Et pour nous, aujourd'hui, le départ de l'armée française, voilà ce qu'elle va nous inspirer. Quand bien même que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, elles sont ici au Mali en tant que partenaires, qui sont venus nous aider à nous enlever dans cette guerre dans laquelle nous sommes plongés. Mais nous savons qu'à long terme, c'est seulement le départ de l'armée française qui pourra, de façon satisfaisante, vraiment libérer notre peuple. Et ça, nous en sommes conscients et nous mesurons le poids de ce que nous disons. Certes, aujourd'hui, l'armée française est là, mais elle n'est pas là pour rester définitivement. Et ça, le peuple malien est conscient et nous aussi, nous sommes conscients. Et nous savons que la France est là, c'est pour nous aider et pas pour rester. Et nous aussi, nous ne sommes pas prêts à ce qu'elle reste. Parce que si elle reste, nous nous posons la question où est réellement l'indépendance et la souveraineté de notre État. Voilà, entre autres, c'est qu'aujourd'hui, le départ de l'armée française, de façon très objective, nous qualifions de cela une mise en scène. Ce n'est pas réellement une aide. Puisque pour nous, la France, quand elle était arrivée le 10 janvier 2013, les soldats français ont atterri au Mali pour aider un pays dont la souveraineté et l'intégrité territoriale étaient largement menacées. Et elle était venue avec un seul objectif. Et cet objectif, c'était de bloquer la montée du terrorisme. Il se trouvait que le terrorisme qui montait à grande échelle jusqu'à Konna, elles ont réussi quand même, de façon entonnoir comme on le dit, à libérer Konna, libérer Djabali, libérer Tombouctou, Gao. Et à partir de Gao, elle a décidé maintenant de faire cavalier sur Kidal. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Elle était là, comme elle l'inscrit dans son agenda, c'est qu'elle est là dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais le bilan est très triste et amer. 5 ans après, aujourd'hui, le constat, il est là. Ce problème terroriste qui existait dans le nord, il y avait 5 ans aujourd'hui est totalement dans la partie centre de notre pays et sinon voire aujourd'hui aux portes de Bamako, puisque nous sommes à quelques kilomètres. Quand tu prends Banamba, c'est quasiment Bamako. Quand tu prends tout près à 100, c'est quasiment Bamako. Donc aujourd'hui, c'est que si nous pouvons avoir un seul mot pour qualifier cette intervention française, nous allons dire que non seulement le peuple est insatisfait, mais elle a failli. Puisque la cause pour laquelle elle est venue, cette cause-là, au lieu plutôt de régresser, elle a plutôt gagné du terrain. Le souhait de la jeunesse malienne, je crois que nous sommes d'abord à l'image de cette jeunesse malienne-là, qui a compris qu'un peuple, on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un pays qui est profondément ancré dans une crise. Et cette crise, nous savons aussi que le début de la solution de cette crise passera, par la sincérité d'abord des partenaires, la sincérité d'abord de ceux qui sont dans la gestion de cette crise-là. Nous savons aujourd'hui que de façon intérieure et extérieure, il n'y a pas de la sincérité quasiment dans la gestion de cette crise-là. Mais la jeunesse malienne, à travers déjà ces cris de ras-le-bol que nous sommes déjà en train de mener devant l'ambassade de France, en témoigne déjà entre autres cette volonté de cette jeunesse-là aujourd'hui de s'enracher vraiment, d'arracher sa liberté, d'arracher vraiment, de donner la souveraineté à son État, de donner quasiment le respect. La jeunesse malienne ne demande rien. Nous, à travers le mouvement, on a tout compris, nous ne demandons absolument rien. Nous demandons juste du respect. Nous demandons à ce que les autres peuples sachent que nous existons. Comme on le dit à Mambara, Djalaka kunani djala nga djalaman boni, Djalaka boni djala nga djalaman kunani djala. Ce qui voudrait dire que nous sommes aussi un État. Et si nous sommes un État, les autres États aussi doivent commencer à nous respecter. Donc aujourd'hui, la jeunesse malienne aspire à une liberté, la jeunesse malienne se battra. Et elle sait que la libération de sa mère patrie qui est le Mali ne passe que par elle la solution. Et la solution, c'est la jeunesse, c'est nous-mêmes. Il va falloir qu'un jour, c'est nous-mêmes qui soyons la solution. Et nous sommes en train déjà de montrer le début de la solution. Et voilà ce que nous pouvons qualifier aujourd'hui de la satisfaction de la jeunesse. Nous, on a toujours qualifié toutes les formes d'aide que la France a toujours données à tous les États africains de ce qu'on appelle le système du pêcheur-poisson. En fait, la France n'a jamais donné, elle n'a jamais aidé, mais elle a toujours en contrepartie donné pour récupérer autrement. Donc, si vous nous posez aujourd'hui la question que l'aide à la coopération technique et développement, ces termes sont trop techniques pour nous. Nous comprenons juste que la France, elle est toujours ce qu'elle a été depuis le temps de Gaulle et jusque-là. Elle peut changer de chef d'État, elle peut changer quelque part des gouvernants, mais elle n'a jamais changé de principe.
sauver les intérêts de la France, garder les intérêts de la France et se battre pour que la France puisse vraiment demeurer ce qu'elle a toujours été depuis le temps colonial. Donc, pour nous aujourd'hui, parler d'une aide technique, ce sont des termes que nous appelons des mises en scène. La France n'aide pas, mais la France, elle prête. Et quand elle prête, elle récupère sous une autre forme. Pourriez-vous nous citer un seul secteur dans lequel les gens pensent que la France a aidé? Nous en donnera encore mille autres exemples. Vous savez, là, quand vous me parlez de la France, je vois au-delà de la France, je vois aujourd'hui le Canada, je vois d'autres pays qui, à travers cette aide agricole, pensent vraiment venir aider les pays africains. Le Mali en est un exemple. Nous voyons aujourd'hui des campagnes de sensibilisation à travers les intrants agricoles. Ça veut dire la vente des engrais chimiques, la vente des semences agricoles. Et nous, pour nous, aujourd'hui, ça c'est une autre forme encore de lutte pour laquelle la jeunesse africaine doit être avertie. Puisque la France et les autres pays, qu'est-ce que nous remarquons? Elles viennent faire la promotion de leurs semences. Et quand ils viennent vendre les semences à nos agriculteurs vont prendre ces semences-là pour les cultiver. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cela voudrait dire qu'ils approvissionnent nos terres et ils font dépendre nos terres à leur laboratoire chimique. Et ça n'est pas compter de façon indirecte les maladies, les effets secondaires que ces engrais-là, encore à travers ces mêmes aliments que nous produisons, peuvent encore, comme appelle-t-on, refléter sur la population comme maladie. Donc, pour nous parler ici d'aide, nous allons dire que quelles qu'en soient les aides qu'elles apportent, qu'elles laissent nos agriculteurs utiliser d'abord leur propre engrais organique, qu'elles laissent nos agriculteurs puissent croire à leur terre comme l'Afrique l'a toujours été, le Mali l'a toujours été. Mais venir avec un mécanisme à travers des ONG pour nous appuyer et aider le monde rural à utiliser les semences, comme appelle-t-on, chimiques, plus les engrais chimiques, cela voudrait dire que si demain un Jean-François Dupont se lève et il décide de ne plus fabriquer encore dans son laboratoire là-bas à Marseille ou à Paris, comme appelle-t-on, la semence pour les agriculteurs de l'Office du Niger, qu'est-ce qui va se passer? C'est le monde rural qui va se révolter parce que nos terres seront pauvres et nous ne pouvons pas produire sans encore ces semences-là. Donc aujourd'hui, nous croyons que vraiment ce système nord-sud à travers le monde agricole de l'Afrique doit changer. Et ça doit aussi largement être une leçon pour les Africains pour être avertis que aujourd'hui cette coopération nord-sud entrant dans le monde des agriculteurs n'est pas du tout une coopération, mais c'est plutôt une forme de dépendance, une forme de recolonisation encore qu'ils essayent de créer, un mécanisme de dépendance encore des terres africaines vis-à-vis des laboratoires européens. Voilà comment est-ce que moi je peux qualifier aujourd'hui les aides que font ces coopérations françaises. La question des immigrations massives sur les jeunes africains, je crois déjà que j'étais parmi ceux-là, parmi les jeunes leaders africains qui avaient compris ce problème-là comme une mise en scène encore. Quand je peux me permettre, j'oserais le dire. Puisque nous avons compris d'abord que ce sont les gouvernants, nos pseudo-gouvernants de l'intérieur qui sont en train de défavoriser les jeunes. Ils ne laissent pas les jeunes croire en leur avenir, croire réellement au potentiel que peut leur donner leur mère patrie, l'Afrique, leurs différents États. Donc ils prennent encore ce couloir suicidaire à travers la Libye. Maintenant, à travers cette chaîne CNN qu'on a fait une mise en scène pour montrer cette propagande-là qu'ils sont aujourd'hui en train d'assassiner, de malmener, de maltraiter des jeunes Africains à travers la Libye, nous avons compris, moi je l'ai analysé en un seul truc, c'est que l'Europe a toujours gagné. Puisque à travers ce système-là, qu'est-ce que l'Europe gagne? L'Europe gagne le blocage de ce qu'on appelle cette immigration sauvage-là. Puisque les jeunes Africains ne vont plus croire en leur avenir, ils vont dire que ce chemin de la Libye étant un couloir suicidaire et que ce n'est même plus la peine d'aller. On a vu tout récemment, il y a une année de cela, l'Union européenne à travers l'Italie a financé une enveloppe de 200 millions à l'État libyen pour lutter contre cette immigration. Mais je vous demande, qu'est-ce que c'est que la Libye aujourd'hui? La Libye c'est un no man's land, une zone sans gouvernement, un État géré par 3 gouvernements. Et je vous demande, lorsque vous donnez une enveloppe à ces gens-là, ces gens qui n'ont même pas le contrôle de leur territoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront libres de façon indirecte à aller recruter des jeunes qu'on peut retrouver à Douala, qu'on peut retrouver à Yaoundé, qu'on peut retrouver au Congo, à Brazza, à Bamako dans les rues, des délinquants, des bandits à qui vous donnez une enveloppe et vous leur dites traquer ces immigrés, comme appelle-t-on, ces immigrés, comme appelle-t-on, qui sont laissés à eux seuls, parallèles, fragiles, et vous les maltraitez. Et si vous remarquez même les scènes de montage, vous remarquez bien que l'optique des caméras est toujours pour montrer de la pression, pour toucher la sensibilité de l'homme noir, de dire qu'on est en train de les persécuter. Certes, ça s'est passé.
Mais ce n'est pas ce que les jeunes Africains croient. C'est une mise en scène encore qui est préparée, mécaniquement préparée par un système encore pour bloquer cette immigration-là, pour toucher la sensibilité des Africains, pour que nous disons, voilà, d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller encore en Libye puisqu'on nous traque. Et ils ont fait passer ce mécanisme à travers des Arabes. Et ça, qu'est-ce que cela va gagner? Nous avons toujours analysé ça, c'est pour créer encore une haine entre les frères africains. Puisque vous êtes d'accord avec nous que si ces Arabes-là qui ont pris ces Noirs, ils les ont infligé cette maltraitance. Quelque part, on nous a montré encore à Yaoundé quelques jeunes qui disent qu'ils se sont pris quelques Libyens. Mais qu'est-ce que cela va amener? De façon indirecte, on peut s'apprendre à un Marocain, à un Algérien, et nous allons avoir l'Afrique sous deux blocs. Le bloc des Arabes et le bloc des Noirs. Et cela va encore recréer encore une autre guerre encore qui va cette fois-ci être une guerre raciale entre les frères africains. Donc, à ce sujet, j'estime bien que la question de l'immigration, non seulement on a aussi nos propres problèmes là-dedans, mais nous devrons la voir de façon très intelligente. Surtout les dernières scènes qui se sont passées en Libye. Les Africains doivent prendre la part des choses et faire la part des choses dans cette île. Je n'approuve pas nulle part la question de cette maltraitance qui a été infligée, mais nous devrons beaucoup nous ressaisir et nous appeler à la retenue pour vraiment voir la subtilité de ce problème-là. Donc je crois aussi que quelque part, nos chefs d'État, ils savent qu'ils sont responsables, puisque ce sont eux qui créent ces différentes agences de promotion, d'appui, comme appelle-t-on, à la jeunesse, et qu'ils savent que ces agences sont budgétivores, mais ces agences ne donnent aucune chance à la jeunesse de pouvoir vraiment propulser. Puisque aujourd'hui en Afrique, vous remarquez, même quand les jeunes ont la volonté de créer un projet, ils n'ont pas l'accompagnement de leur État. Donc il y a un mécanisme défavorable qui est là, qui fait que les jeunes ne croient plus à leur avenir, et les jeunes se disent, voilà, nous ne sommes plus là, et que le chemin c'est l'Eldorado, il faut aller à l'Europe. Donc voilà, sur la question de l'immigration, je dirais que certes, si nos dirigeants internes ont pris leur responsabilité de redresser leur canon de tir en injectant les vrais fonds dans le vrai mécanisme qui peut directement toucher les jeunes, je crois que cette jeunesse africaine n'a pas du tout besoin d'aller. Puisque c'est cette jeunesse que nous traitons de paresseux, c'est cette jeunesse que nous traitons de malades, de délinquants, mais plutôt c'est cette jeunesse qu'on trouve en Europe, les plus grands travailleurs, ce sont des Noirs. Donc cette jeunesse ne part pas pour vendre de l'alcool ou aller proférer des maladies comme le sida, mais nous allons juste pour travailler. Donc c'est un message pour nos dirigeants pour dire que si vous créez le potentiel, ces jeunes-là vont rester. Si vous prenez aujourd'hui la population accueillante de l'Europe, de tous les immigrés venant de l'Asie et de l'Afrique, ce sont ceux de l'Afrique qui sont les plus grands travailleurs. Ce sont eux qui travaillent dans les McDo, ils travaillent dans les boutiques, ils travaillent partout. Ça veut dire qu'ils sont même prêts à balayer les rues de l'Europe pour chercher, pour trouver de l'argent. Donc cela voudrait dire que chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être été favorisés, ils n'ont pas eu un mécanisme leur permettant d'avoir ces genres d'emplois, de croire en eux. C'est ce qui les fait prendre ce chemin de l'Eldorado. Voilà ce que je pourrais avoir à rajouter sur cette question. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, tous les Noirs, où que nous sommes, ce n'est pas une question sensible, comme appelle-t-on, raciale, mais c'est que les gens doivent être suffisamment responsables de leurs actes. Certes, nous accusons aussi l'extérieur, mais nous avons aussi assez de défauts à nous-mêmes, puisque nous ne prévenons jamais les risques, nous ne prévenons jamais les problèmes. Il faut que la jeunesse africaine croie en elle-même. Il faut que nous sachions que nous sommes sur une terre qui est suffisamment riche et que ces grandes puissances, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, partout dans le monde où ces industriels sont, s'ils pouvaient extraire les sous-sols africains sans les Africains, ça allait être d'abord leur première phrase à faire. Et aujourd'hui, il est important, je suis un jeune Malien, je profite d'ailleurs de ce canal pour rappeler au monde entier que certes, entre les jeunes panafricains de l'Afrique, nous sommes dans des luttes, mais au Mali aujourd'hui les gens doivent savoir que nous sommes dans un problème très urgent. Et voilà pourquoi est-ce que nous avons décidé de recadrer notre tir, pour dire qu'entre la chose importante et urgente, il va falloir que nous allons à l'urgence. Ce sont des balles qui pleuvent sur nos concitoyens dans le nord du Mali. C'est un problème terroriste qu'on a espéré finir il y avait 5 ans de cela, qui a gagné aujourd'hui du terrain. Cela nous amène aujourd'hui, nous jeunes Maliens, à travers des mouvements de dénonciation, nous nous sommes levés pour nous dresser haut devant, comment appelle-t-on, cette France-là, devant laquelle nos gouvernants se baissent au plus bas qu'un esclave égyptien ne le fait devant le pharaon,
pour dire à cette France-là que nous ne sommes pas satisfaits et que son intervention après 5 ans ne nous a pas du tout plu et que la France doit à partir de cet instant changer vraiment son mécanisme. Elle comprend que tout ce qu'elle a investi à travers cette force Barkhane-là n'est pas pour la satisfaction du peuple malien. Et que nous profitons de ça pour dire aux jeunes Maliens que les gens doivent comprendre aujourd'hui que, comme on le dit dans notre hymne national, si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts. Ce qui voudrait dire, nous avons estimé aujourd'hui que certes, nos gouvernants ont des problèmes, mais le plus grand problème, ce sont les partenaires. Puisque nous avons été trahis dans le choix de nos partenaires, nous avons été trahis par nos partenaires qui sont supposés venir nous aider. Nous ne pouvons pas comprendre 12 000 hommes, plus 4 500 hommes de la force française présente au Mali, à rajouter sur le contingent malien, et que depuis 5 ans, le même problème pour lequel tout ce contingent-là est arrivé, le problème ne fait que gagner du terrain, mais plutôt on les voit dans du tourisme à Bamako, on voit ces véhicules de maintien de la paix devant des hôtels, on les voit partout à Bamako, et ces mêmes gens de Barkhane, nous les voyons en train de parcourir notre espace. Quand nous quantifions le matériel que la force française a sur notre territoire, nous disons que si notre armée avait cette force-là, on pouvait arrêter, puisqu'on ne peut pas comprendre que 20 hélicoptères, 6 avions de chasse, 4 drones, plus, comment on appelle-t-on, 10 avions de transport de troupes, plus de 200 blindés, on ne peut pas comprendre encore que cette France-là, dans la sincérité de son intervention, ne pouvait pas finir avec ce problème-là. Voilà, entre autres, aujourd'hui, ce mal que nous avons, cette insatisfaction, et de dire en un mot que la France a failli au Mali.